Bonjour à tous, dans toutes les histoires, il faut un méchant et dans la grande histoire de la crise financière, le méchant numéro 1, le Dark Vador de la crise, c'est une banque. La banque Goldman Sachs qui a gagné des milliards en jouant en gros sur l'effondrement des uns et des autres. Cette banque, elle nourrit tous les fantasmes. Alors le journaliste Marc Roche a décidé d'en avoir le cœur net. Bonjour Marc Roche. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes le correspondant du Monde à Londres et vous signez donc cette enquête intitulée La banque chez Albin Michel. Pour qu'on se rende compte d'abord Marc Roche, Goldman Sachs, ça représente combien d'argent gagné par an ou par jour ? Oh, c'est énormément d'argent. On ne le sait pas d'ailleurs, puisque la banque est très secrète quant à ses résultats, mais c'est énormément d'argent. Elle ne publie pas ses comptes, elle publie ce qu'elle veut bien publier. C'est-à-dire elle publie des comptes globaux, mais qui ne nous disent pas l'importance de ce qu'elle gagne au niveau de la spéculation. Alors soyons clairs, justement, c'est une banque d'affaires strictement, il n'y a pas de guichet. Il n'y a pas de guichet, il n'y a pas d'enseigne, vous ne pouvez pas aller déposer vos économies chez Goldman Sachs. Ouais. C'est une banque d'affaires qui est présente dans tous les métiers financiers, à savoir autant le conseil aux entreprises, aux États, que la spéculation sur les matières premières, que les hedge funds. Alors vous racontez comment ça fonctionne en interne, c'est assez intéressant. On lutte beaucoup dans cette banque contre ce qu'on appelle l'endogamie, c'est-à-dire le fait que, en gros, les personnes restent trop longtemps en poste et chaque année après Noël, il y a les cadeaux de Noël et puis ensuite il y a la grande lessiveuse. 10% des effectifs sont remplacés chaque année. Absolument. Goldman Sachs estime que sinon les gens se fossilisent dans leur situation et à part ceux qui sont les meilleurs et qui rapportent le plus d'argent, 10% des effectifs au sommet comme au niveau intermédiaire sont licenciés pour créer du sang neuf. Alors ceux qui rapportent beaucoup d'argent, ils en gagnent beaucoup également. Combien gagne le big boss qui s'appelle Lloyd Blankfein? 60 millions de dollars. Un trader peut gagner facilement par an 10 à 15 millions de dollars. Un bon trader sur le pétrole, par exemple, c'est là que se font... Absolument. Et aussi, il faut bien savoir que c'est un système simple en fait. Vous rapportez de l'argent, vous gagnez beaucoup d'argent, d'où l'incitation à la prise de risque. Cela dit, tout est contrôlé parce que quand on prononce le mot trader en France, on pense à Jérôme Kerviel. Vous dites là-bas, un cas Jérôme Kerviel, c'est pas possible. C'est pas possible parce que contrairement à la Société Générale, la culture de Goldman Sachs est une culture collective, c'est-à-dire que tout le monde est formaté pour travailler au profit de l'entreprise. Donc on évite les stars et on évite les divas flamboyants. Et en échange, vous travaillez pour l'entreprise, mais vous travaillez aussi pour votre portefeuille. Parce que si l'entreprise fait des bénéfices, si vous faites des bénéfices pour l'entreprise, vous en serez récompensé par des bonus absolument extravagants. Alors, il n'y a pas de Jérôme Kerviel au cœur de Goldman Sachs, mais il y a quand même un autre Français, un autre jeune Français qui s'appelle Fabrice Tour. C'est un petit génie des produits dérivés, pour faire simple, un petit génie des maths, inventeur notamment d'un produit qui va coûter très très cher à plusieurs de ses clients. On écoute et on découvre peut-être Fabrice Tour, c'était lors d'une de ses auditions. Je dément catégoriquement les allégations de la SEC et je me défendrai devant un tribunal contre ces fausses accusations. La semaine dernière a été difficile pour moi et ma famille. J'ai été la cible d'attaques infondées sur mon caractère et mes motivations. J'apprécie la possibilité de témoigner ici pour répondre à ces fausses accusations. Et je le répète, je n'ai pas induit en erreur les investisseurs, qui étaient deux des investisseurs les plus expérimentés pour ces produits dans le monde. Témoignage très formaté, évidemment, un texte écrit avec ses avocats. Fabrice Tour, il est poursuivi à cause d'un produit qu'il a imaginé qui s'appelle le produit Abacus. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça le plus simplement possible? C'est un produit qui en fait est composé de crédits immobiliers à des ménages... Subprimes, à des ménages qui ne peuvent visiblement pas rembourser leur crédit immobilier, des ménages modestes. Alors ce que fait Fabrice Tour, il met tout ensemble et puis il saucissonne et il vend ça à des banques. Ce que les banques qui ont acheté ce produit ne savaient pas, et d'où la perfidie de son témoignage, c'est que derrière le dos des banques acheteuses, M. Tour spéculait contre ces produits en disant, mais surtout il ne faut pas acheter ces produits. Donc, le client était perdant, Goldman Sachs était gagnant et Fabrice Tour était gagnant. Alors ça résume bien les pratiques générales de Goldman Sachs. En gros c'est ça, on dit aux clients d'acheter des produits pourris et en secret on parie sur l'effondrement de ces produits. C'est ça pour faire simple. Et le grand argument de défense de Goldman Sachs c'est de dire tout ça n'a rien d'illégal. Et c'est vrai.
Alors, Goldman Sachs dit ça n'a rien d'illégal, mais ils ont quand même eu 2 grosses amendes, l'une à cause du produit de M. Tourou, Abacus. Donc ils ont eu les autorités de régulation américaines et britanniques qui leur ont imposé une amende. Oui, mais enfin, vous dites grosse amende, 550 millions de dollars, ça représente 14 jours de profit, c'est rien du tout. Absolument, c'est rien du tout. Mais ce qui est important pour Goldman Sachs, c'est qu'ils franchissent toujours la ligne jaune de la moralité. Oui. C'est-à-dire, disons qu'ils sont légaux, à part sur l'affaire Abacus, mais ils sont immoraux. Et c'est cela qui est important. C'est-à-dire qu'en mélangeant tous les genres, en ayant par exemple des analystes du pétrole qui disent le prix va augmenter, puis leurs spéculateurs derrière font la baisse et parient d'énormes sommes à la baisse, Goldman Sachs est gagnant sur tous les tableaux et fausse le jeu de la concurrence et la libre concurrence et du libéralisme économique. Ce qui frappe dans votre livre, ce sont aussi les liens de la banque avec le plus haut pouvoir américain, et pas seulement américain d'ailleurs, aussi européen. Est-ce que vous pensez que c'est à cause de ces liens avec le pouvoir que l'amende a été aussi réduite ? Absolument. Il est très clair que Goldman Sachs et c'est ça, parce que toutes les banques spéculent, mais Goldman Sachs a réussi à établir un réseau de contacts politiques qui est unique, que ce soit à Washington et que ce soit avec à Bruxelles. Avec quand même Timothy Geithner, Henry Paulson, qui sont, vous allez nous dire qui c'est, Timothy Geithner. Oui, secrétaire au Trésor, très lié à Goldman Sachs. Le ministre des Finances, pour faire simple. Le ministre des Finances, Henry Paulson, qui a sauvé Goldman Sachs au moment de la crise. On voit ici Timothy Geithner. Qui lui-même est qui était président de Goldman Sachs, et ainsi de suite. Vous avez Mario Monti, ancien commissaire européen, qui travaille à la concurrence, qui travaille pour Goldman Sachs, et à qui on confie une étude de régulation financière, la commission elle-même. Et ce mélange des genres en Afrique, en Chine, en Russie, aux États-Unis et en Europe occidentale fait que Goldman Sachs reste la banque la plus puissante malgré les coups qu'ils ont reçus depuis la crise. Alors il y a notamment un deal incroyable que vous racontez qui est directement lié à ces liens donc avec le pouvoir. C'est le deal qui fait suite à la faillite d'AIG, le grand assureur américain. En gros, AIG fait faillite, mais Goldman Sachs, qui était très lié à AIG, va récupérer ses pertes liées à cette faillite, 60 milliards de dollars quand même. Qui paye les 60 milliards de dollars ? Bien, qui paye c'est le contribuable. Et c'est ça le problème. Le contribuable américain paye la note. Le contribuable américain, comme le contribuable européen, a payé la note la déroute des banques. Et c'est ça le problème. Ces banques sont devenues, et Goldman Sachs en particulier, trop puissantes pour échouer. Ils ont une rente de situation. Ils savent que s'ils prennent des risques incontrôlés, qui perdent de l'argent, le contribuable sera toujours là parce que l'effondrement de Goldman Sachs pose un risque systémique à l'économie mondiale. Ces liens rendent-ils la grande réforme du système financier non crédible? C'est ce dont on va parler, mais d'abord justement, de quoi il s'agit avec Guillaume Debré. 2 ans après la crise financière, le symbole est fort. Barack Obama a enfin gagné son bras de fer avec Wall Street. Notre réforme met fin aux combines opaques des banquiers qui ont provoqué la dernière crise financière. Ils ne pourront plus faire ça. Longue de 2300 pages, cette réforme la plus importante depuis 70 ans interdit aux banques de spéculer avec leurs fonds propres. Elle contrôle pour la première fois ces produits financiers extrêmement complexes qu'on appelle dérivés et surtout soumet les institutions financières à une nouvelle autorité de protection des consommateurs. Autant de garde-fous qui ont pour but d'éviter une nouvelle explosion spéculative à Wall Street. Le message de cette réforme est clair. Les contribuables ne paieront plus la note laissée par les banques en faillite. Les consommateurs américains sont maintenant protégés. Face à l'opposition de Wall Street, Barack Obama a décroché sa réforme au forceps, négociant pendant plus d'1 an. Pour parler crûment, il est gonflé, Timothy Geithner, dans la déclaration qu'on vient d'entendre. Absolument, parce que lui-même est venu au secours des banques et c'est le contribuable qui a payé alors que ces banques méritaient de s'écrouler puisqu'elles étaient techniquement en faillite. Oui. Est-ce que cette réforme elle sera suffisante ou est-ce que c'est de la poudre aux yeux? C'est de la poudre aux yeux parce que le problème fondamental, c'est que ces banques sont trop grosses, trop grandes. C'est des mastodontes qui sont présents sur tous les marchés financiers, en particulier Goldman Sachs. Ce qu'il faut faire, c'est les casser, c'est-à-dire séparer leurs activités de conseil de leurs activités spéculatives contre les activités spéculatives. Or, rien n'est dit dans la réforme américaine comme dans la réforme de l'Union européenne, qu'il faut casser ces banques. Parce que là, le lobby de Wall Street est intervenu, ils ont limité la casse.
Et contrairement à ce que dit M. Geithner, si demain une banque est en danger, le contribuable paiera. Et c'est cela qui est immoral. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le plus clairement possible le rôle qu'a joué Goldman Sachs dans l'effondrement de la Grèce? Alors, c'est très simple. Goldman Sachs est allé voir les Grecs. On dit, vous avez un problème parce que vous n'avez trop de déficit pour rentrer dans l'euro. Eh bien, on va vous aider à masquer ce déficit. Ça, c'était il y a quelques années. Hein. Ça, c'était il y a quelques années. Et quand la crise grecque éclate et qu'elle menace l'euro et l'avenir de l'euro, on découvre que la Grèce n'avait aucun droit à être dans l'euro et que Goldman Sachs a aidé. Les comptes ont été truqués d'une certaine façon par Non, Goldman mais Sachs. pas d'une certaine façon. Ils ont été truqués par Goldman Sachs. Alors Goldman Sachs dit, mais c'était sur des marges. Mais ces marges ont permis à un pays qui n'était pas apte à être membre de l'euro à devenir membre de l'euro et quelques années plus tard a provoqué une crise de l'euro. On sait qu'aujourd'hui la Grèce est obligée d'emprunter à des taux supérieurs à cette époque puisque sa note a été dévaluée. Est-ce que Goldman Sachs prête de l'argent à la Grèce et donc récupère des taux d'intérêt supérieurs? Est-ce qu'encore une fois elle gagne sur les deux tableaux? Écoutez, je ne sais pas ce que Goldman Sachs fait aujourd'hui avec la Grèce parce que la Grèce ne veut plus entendre parler de Goldman Sachs. Mais en gros, quand ça se passe, on peut être certain qu'une partie de Goldman Sachs va conseiller un client, la Grèce ou quelqu'un d'autre, et que l'autre partie va spéculer. Est-ce que toutes les banques font ça? Toutes les grandes banques font ça? Toutes les grandes banques font ça, mais aucune n'a le réseau d'influence politique de Goldman Sachs, n'a une culture d'entreprise si particulière du collectif par rapport à l'individuel, et surtout n'a la puissance du bilan qu'a Goldman Sachs. Cela dit, votre livre n'est pas complètement à charge contre Goldman Sachs. Vous dites par exemple les bonus, certes, ils sont énormes, vous avez dit les montants tout à l'heure, mais ça fait tourner tout, ça crée plein d'emplois derrière. Absolument. Il faut reconnaître que moi je vis à Londres et je couvre la City, que dans la City, il y a des milliers et des milliers d'emplois qui dépendent de ces bonus. Les concessionnaires Ferrari, par exemple. Les concessionnaires Ferrari, les restaurants, Sotheby's, et ainsi de suite. Mais le problème, c'est que ces bonus poussent les traders à prendre des risques parce que vous savez, la cupidité, ce n'est jamais suffisant d'avoir 60 millions de dollars, pourquoi pas avoir 100 millions de dollars. On va se quitter par le questionnaire, c'est traditionnel dans cette interview. Marc Roche, si vous aviez beaucoup de réponses courtes, si vous aviez beaucoup d'argent, est-ce que vous le confieriez est-ce que vous pourriez le confier à Goldman Sachs? Je crois que je le confierais à une bonne caisse d'épargne. Ah bon. Il reste 3 grosses banques d'affaires aujourd'hui. Laquelle est la moins immorale selon vous entre Goldman Sachs, JP Morgan ou Barclays? J'ai un préjugé favorable envers Barclays, mais disons que toutes les banques d'affaires, parce que je suis en Angleterre et parce que c'est une banque qui a été moins éclaboussée par la crise, mais je crois que toutes les banques d'affaires sont immorales. Quelle sera la prochaine bulle? Alors la prochaine bulle, ce ne sera pas l'immobilier, encore qu'il peut reprendre, ça risque d'être l'industrie de base, c'est-à-dire l'acier, puisqu'il va avoir une reprise économique. Donc les matières premières. Les matières premières. Tony Blair vient de sortir ses mémoires. Est-il autant aimé en Grande-Bretagne qu'en France? Il est détesté en Grande-Bretagne. C'est ça, oui. Parce que lui, on ne lui pardonne pas ce qu'on semble pardonner à Goldman Sachs, c'est qu'il est cupide, c'est qu'il fait de l'argent sur le dos de son expérience de Premier ministre. Comment les Anglais ont-ils réformé leur retraite, enfin les Britanniques en général? Vous savez, en Grande-Bretagne, la retraite de base est très faible et ce qui compte, c'est les retraites complémentaires privées et surtout l'immobilier. C'est-à-dire, c'est un pays de petits propriétaires et l'immobilier, les placements immobiliers permettent de financer. Donc les deux systèmes ne sont pas comparables du tout. Absolument. À 50 ans, il faut avoir quoi pour se dire qu'on a réussi sa vie, Marc Roche? Écoutez, je crois qu'il faut surtout ne pas travailler à Goldman Sachs. Merci beaucoup. La banque, donc aux éditions Albin Michel, merci infiniment. Tout de suite, d'autres infos, c'est évidemment sur votre chaîne info. À demain.